Bonjour à tous. Nous voici réunis à nouveau pour un webinaire de la SFN organisé conjointement avec la SFN, la NLF et l'ANAINF. Et aujourd'hui, nous allons parler de tremblement. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le tremblement, sur le plan sémiologique, diagnostique et thérapeutique. Et nous avons présent aujourd'hui trois orateurs, mais on a un des orateurs qui est retenu pour le moment à l'aéroport, donc on va réorganiser un peu le planning. On va avoir d'abord Clément Desjardins, qui est neurologue dans l'unité mouvement anormal de la Fondation Rothschild à Paris, qui va nous parler de sémiologie et de diagnostic du tremblement. Ensuite, Michael Aubignac, qui est neurologue au CHU d'Amiens et qui est un spécialiste de la thalamotomie du tremblement, qui viendra nous parler des approches interventionnelles. Et ensuite, on aura Sina Potel, qui est maître de conférence à Saint-Brieuc, qui, s'il est là en direct, viendra nous parler en direct de la prise en charge médicamenteuse. Mais s'il n'est pas là, on aura normalement une vidéo déjà préenregistrée, puisqu'on se doutait qu'il y allait avoir un petit conflit potentiel. Voilà, donc sans plus tarder, Clément, je te laisse la main pour nous parler de la sémiologie et des diagnostics du tremblement. Je vous rappelle, Très pendant bien. que Clément partage son écran, que vous avez l'endroit pour poser des questions dans Zoom Q&R et on essaye d'y répondre à la fin des interventions et on essaye sinon de temps en temps d'y répondre en direct dans l'outil. Voilà, merci beaucoup Clément de nous présenter le tremblement. Avec grand plaisir. Bonsoir, enfin bonjour ou bonsoir à tous. Moi, j'ai la grande charge de vous présenter la sémiologie du tremblement. Je vais essayer, vous allez voir, de le faire un peu de manière originale. Et donc, je vous invite à passer avec moi un moment à voyager dans les lignes cachées du tremblement. Donc, Excuse-moi juste, pourquoi on Clément, s'intéresse? tu as mis en plein écran ou pas pour l'instant? Parce qu'on voit. Oui, on voit pas, vous voyez Ah, pas en plein non, écran. on ne voit pas en plein écran. Recommencer, On recommence. on recommence. Hop, et là, normalement, ça devrait être bon. Hop. Hmm. Normalement, vous devriez voir. C'est Ouais, bon? c'est bon. Cette fois-ci, on est bon. Parfait. Bon, allez, c'était pour voir, c'est un tour de chauffe. Donc on va voyager un petit peu dans la ligne cachée du tremblement. Pourquoi on s'intéresse au tremblement? Parce que c'est le mouvement anormal le plus fréquent et c'est une cause assez fréquente de consultation, hein. Je pense que tout le monde, peu importe la surspécialité de la neurologie, l'a expérimenté. Juste un petit rappel bref sur la définition du tremblement, parce que c'est très important pour être sûr que on soit tous d'accord sur ce qu'est le tremblement. C'est un mouvement qui est oscillatoire et rythmique d'une ou plusieurs parties du corps et qui fait une oscillation autour d'une position d'équilibre et qui résulte le plus souvent de l'alternance de la contraction des muscles agonistes et antagonistes. Et donc, comme vous le voyez, le tremblement, c'est vraiment quelque chose qui est rythmique. Qui dit rythmicité dit régularité, et donc on peut établir une fréquence. C'est toujours dur d'établir une fréquence à l'œil nu, mais ce qu'il faut retenir, c'est pour des raisons mécaniques, plus un tremblement il est ample, plus il a une fréquence basse, et donc plus il entraîne une gêne fonctionnelle. Là, tout de suite, on peut penser au tremblement de la maladie de Parkinson, qui est un tremblement vraiment bas en fréquence, entre 3 et 6 Hertz, et c'est un tremblement qui est vraiment gênant. Donc, essayez d'avoir ça en tête que le tremblement impose une fréquence, mais c'est toujours difficile de l'évaluer précisément à l'œil nu. Ceux qui vous diront le contraire peuvent mentir. Ce qui est difficile aussi dans le tremblement, c'est de savoir dans quelle situation on se place. Les situations cliniques où le diagnostic il est univoque et facile, et les situations où on a toujours un petit peu du mal et où on a besoin de faire des examens complémentaires. C'est ça vraiment la difficulté du tremblement. Mettons en application cette définition. Si je vous montre cette vidéo, est-ce que ça évoque un tremblement? Eh bien, plutôt non. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on peut voir, si je reviens dessus, on voit que c'est un caractère irrégulier, on n'a pas vraiment de rythmicité, il y a des soubresauts, et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un tremblement cortical. Le terme est impropre. En fait, c'est des myoclonies corticales qui s'organisent de façon pseudo-rythmique. C'est juste pour que vous ayez ça en tête. Donc maintenant, on va parler de tremblement. Vous savez qu'en 2018, il y a une nouvelle classification qui a été publiée dans Movement Disorder sur comment on doit définir un tremblement. La première chose à faire, c'est de déterminer son mode d'activation. Et donc, il y a deux grands modes d'activation, le tremblement de repos, qui est l'apanage quasi de la maladie de Parkinson, et le tremblement d'action. Et dans le tremblement d'action, il y en a trois. Le tremblement cinétique, avec le tremblement intentionnel, cérébelleux, le tremblement postural, au maintien des attitudes, où là, on va penser plutôt au tremblement essentiel, et puis le tremblement isométrique
c'est un peu à la marge, j'en parlerai pas du tout. Pour essayer de vous donner des éléments pour déterminer le diagnostic de tremblement, bah, c'est assez simple, hein, c'est toujours classique dans la médecine. On fait une anamnèse bien comme il faut, on essaye d'établir des caractéristiques du tremblement, ses conditions d'activation, ses facteurs aggravants, ses facteurs calmants. On essaye de déterminer les signes associés, neurologiques, extra-neurologiques, et puis en fonction, on essaye de déterminer une stratégie paraclinique. Là, je vais vous présenter une série de vidéos maintenant pour illustrer mes propos. On va commencer par le tremblement essentiel. Le tremblement essentiel, bon, vous le savez, la définition, elle a été revue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un tremblement qui est isolé, bilatéral, relativement symétrique des deux membres supérieurs, qui évolue depuis au moins 3 ans, sans autre localisation et sans autre signe neurologique, pas de dystonie, pas de syndrome parkinsonien. Généralement, il y a des antécédents familiaux et c'est sensible à l'alcool. Là, je vous ai mis, mais je ne vais pas m'attarder dessus, les caractéristiques du tremblement essentiel plus. Pourquoi je ne m'attarde pas dessus? Parce que j'aime pas du tout ce terme, je le trouve impropre. On parle plutôt de tremblement essentiel évolué. Et puis, il y a les facteurs d'exclusion que je vous ai mis en rouge, où vous voyez qu'un tremblement isolé focal de la voix ou un tremblement uniquement de l'encéphale nous fait aller contre le diagnostic de tremblement essentiel, un tremblement en orthostatisme, bien sûr, et puis un tremblement qui est tâche ou position spécifique, il est très souvent lié à de la dystonie plus qu'à un tremblement essentiel. On passe maintenant au tremblement de repos classique. Bon, là, je ne m'attarde pas dessus, vous le voyez, c'est un tremblement au repos, unilatéral ou asymétrique, faible en amplitude, 3, 6 ou 4, 7 Hertz en fonction des électrophysiologistes, et puis ça disparaît parfois transitoirement, comme vous voyez là, et c'est important de savoir qu'un tremblement de repos peut réapparaître au maintien des attitudes, et on appelle ça une composante réémergente. Ici, un cas de tremblement en battement d'aile. Vous allez voir quand le patient va se mettre en abduction forcée, on va voir que ça bat comme une aile. Et ça, c'est évocateur, en plus des antécédents familiaux, de la maladie de Wilson, qui est une maladie récessive avec une accumulation de cuivre. Dernière chose que je vous montrer, ici vous voyez, c'est un tremblement en station debout. Les gens vont se plaindre d'une instabilité sans vraiment de plainte autre particulière, uniquement à l'orthostatisme qui disparaît à la marche ou lorsqu'il s'assoit. Et on entend le signe de l'hélicoptère au stéthoscope si on est des fins sémiologues. Et c'est le tremblement orthostatique primaire qui est le seul tremblement qui est caractérisé par une véritable fréquence qui lui est propre, entre 12 et 18 Hertz. Bon, en fait, tout ça, c'est bien beau les vidéos, mais je vous mens un peu depuis le début. Moi, ma présentation, elle va pas s'articuler autour de vidéos parce que je trouve ça assez rébarbatif. Et puis là, vous avez vu, on a fait assez catalogue. En fait, je vais essayer de vous montrer comment, moi, en pratique, je fais avec un stylo et un crayon pour analyser le tremblement et essayer de vous donner des éléments objectifs pour vraiment poser des diagnostics de façon un peu plus sécuritaire et certaine. Et donc là, j'ai intitulé ça Un papier, un stylo, un neurologue heureux. Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce qu'en fait, bah, de tout temps, l'homme a écrit. On voit ici à l'âge de bronze des dessins de spirale d'Archimède. Et donc, on peut se dire que même rétrospectivement, quand on regarde ces choses-là dans des musées ou autres, vous pouvez analyser finement et faire le diagnostic de tremblement. Au XIIIe siècle, il y avait les manuscrits où on voit des tremblements. Ça s'appelle la main tremblante de Worcester, où là, vous voyez qu'il y a et je vous expliquerai pourquoi plus tard, il y a des caractéristiques classiques du tremblement essentiel. Donc là, on peut dire que celui qui a écrit ce manuscrit au XIIIe siècle, il avait probablement un tremblement essentiel. En 1817, dans son essai La Shaking Palsy, James Parkinson, il a bien décrit que les patients atteints de maladie de Parkinson, enfin de Shaking Palsy, ils avaient une atteinte de l'écriture et plutôt une tendance à la micrographie avec parfois des tremblements. Et donc déjà, il s'y intéressait beaucoup. Charcot lui a emboîté le poids où en fait, avec ses étudiants, il analysait à la loupe l'écriture des patients parkinsoniens, enfin avec Shaking Palsy, et ils ont bien montré qu'il y avait des caractéristiques assez classiques de la micrographie, des tremblements dans les sections verticales et horizontales des lettres. Et donc ils ont passé, il y a beaucoup d'étudiants de Charcot qui ont passé du temps à regarder des écritures de patients parkinsoniens à la loupe. En 1982, David Marden, comme vous le savez, il a révolutionné ce qu'on appelle les ganglions de la base, la théorie des ganglions de la base, et il a montré que l'écriture, ça fait partie de ces tâches surapprises et automatisées qui sont extrêmement sensibles à l'atteinte des noyaux gris centraux. Et donc lui aussi, il a montré que quelqu'un qui avait une atteinte des noyaux gris centraux, une maladie de Parkinson en l'occurrence, il avait une atteinte de l'écriture. En 1990, il y a Ben et Finlay qui ont proposé une classification, enfin
stratification pardon, de l'échelle de la spirale d'Archimède de 1 à 10. Et puis maintenant, avec les outils assez performants, les tablettes, l'IA, on arrive à automatiser, à faire des algorithmes pour analyser l'écriture, mais le papier et les stylos restent quand même le gold standard pour analyser, en tout cas à mon sens, le tremblement. Et j'ai essayé de vous en convaincre. Pour vous dédramatiser la chose et désacraliser le truc, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise méthode. Le tout, c'est d'avoir la sienne et de faire toujours les mêmes tests dans le même ordre pour pas se perturber, de faire la main dominante puis l'autre main et de ne pas hésiter à faire une répétition entre les consultations, mais aussi pendant la consultation, pour voir s'il y a des phénomènes de variabilité qui pourraient nous orienter vers une origine fonctionnelle. Donc moi, je commence un peu toujours pareil, mais ça, c'est comme vous voulez. Je commence par l'écriture, puis la spirale d'Archimède, puis les lignes droites. L'écriture, j'analyse à la fois l'écriture en elle-même, mais je regarde, je prends du recul, je regarde le patient, je regarde sa pression sur le stylo, je regarde son membre contralatéral, est-ce qu'il y a des phénomènes de dystonie en miroir? Je regarde aussi la lèvre, est-ce qu'elle va trembler? Je regarde la posture, est-ce qu'il y a des postures dystoniques? Vous voyez, j'essaye d'avoir une vue d'ensemble, notamment sur le stylo, j'essaye de prendre des stylos qui ont des petites languettes, vous savez, des petits capuchons, parce qu'en fonction parfois des attitudes dystoniques, on peut voir une pression excessive sur le stylo et donc voir la languette tourner dans un sens ou dans l'autre. Et donc on pourra se dire qu'il y a une participation plutôt des fléchisseurs ou plutôt des extenseurs. Voilà, ça c'est mes petites techniques. La spirale d'Archimède, bah, je vais regarder l'axe du tremblement. Est-ce qu'il est unidirectionnel, multidirectionnel? La taille de la spirale, est-ce qu'elle est très grande, très large comme un tremblement cérébelleux? Est-ce qu'elle est plus petite, plus resserrée comme un patient parkinsonien? Et voilà, ça c'est pour la spirale d'Archimède. Et puis pour la ligne droite, je l'ai fait au moins de 10 centimètres, soit horizontale, soit verticale, soit en diagonale. Ça n'a pas trop d'importance. Je regarde aussi l'axe du tremblement. Je regarde si elles sont bien faites d'un trait ou si le patient doit s'arrêter. Voilà, tout ça, et je vais vous détailler ensuite maintenant, tremblement par tremblement, ce à quoi il faut s'attendre sur les cas classiques. Donc on va commencer par le tremblement essentiel. Pour l'écriture, bon, bah là, le tremblement essentiel dans l'écriture, la taille des lettres, elle est normale ou légèrement agrandie. Le tremblement, il est dans les sections verticales, et là, vous voyez ce que je vous disais dans le tremblement, dans la main tremblante de Worcester, on voit bien que dans chaque section verticale des lettres, il y a le tremblement. On regarde l'axe, vous voyez que le tremblement, il décrit un peu une sinusoïdale autour d'un axe, donc il est plutôt unidirectionnel. Et puis, généralement, plus on fait écrire les gens, moins il y a pas de détérioration ou pas beaucoup. Et puis, la pression sur le stylo exercé, elle est plutôt normale. Quand on regarde la spirale d'Archimède, là, c'est très intéressant. Elles sont normales, parfois légèrement agrandies, mais la plupart du temps normales. On voit en fait un axe unidirectionnel et on peut déterminer, si on imagine que la spirale d'Archimède, c'est un cadran de montre, on peut déterminer des grands axes qui peuvent nous orienter. Ici, vous voyez à gauche un axe 10-4, 10 heures, 4 heures. Ça, c'est assez classique du tremblement essentiel. Et à droite, un axe 8-2 en miroir. Donc là, bon, je vous ai pris un cas bien typique. Parfois, c'est un peu plus tricky à regarder. Mais voilà, ça, c'est vraiment des choses. Dès que vous objectivez ça, vous pouvez vous dire, tiens, si en plus mon anamnèse et mon examen clinique collent avec un tremblement essentiel, je peux me rassurer et dire qu'on part là-dessus. Quand on part de la ligne droite, bah, vous voyez, là c'est pareil, hein, c'est un axe unidirectionnel. On peut tracer une droite autour de laquelle la ligne droite fait une sinusoïde. Les oscillations, elles sont bien régulières et puis il y a une faible variabilité lorsqu'on fait répéter les choses. Maintenant, on passe au tremblement dystonique et je vous ai dit, moi, j'essaye de regarder de façon macroscopique en fait le patient. Pardon, je vais vous mettre la vidéo. Et donc là, vous pouvez voir que sur le membre contralatéral, il y a un phénomène de dystonie en miroir. Donc là, la patiente, elle a une pression excessive sur le stylo sur sa main droite, mais sur sa main gauche, on voit qu'elle mime un peu le geste de l'écriture. Donc ça, on voit qu'il y a une vraie dystonie en miroir. Et là, vous allez le voir aussi, pareil, un peu plus discret sur l'autre côté, mais on voit que sur la main gauche, la pression sur le stylo, elle est exacerbée et on a l'impression que la posture anormale dystonique s'étend sur le membre ipsilatéral, donc un phénomène de overflow, d'expansion de la dystonie. Donc là, vous voyez que en regardant le patient de façon macroscopique, en faisant ces tâches, on distrait, on concentre les gens, ils font des tests un effort de concentration, et donc on peut démasquer des attitudes dystoniques. Donc là, c'était voilà, pour vous montrer l'écriture. L'écriture, en fait, du patient dystonique, elle n'a pas trop d'intérêt parce qu'elle n'a pas vraiment de caractéristiques qui lui sont propres. C'est plus l'examen macroscopique. Quand on regarde les spirales, on voit qu'il y a un axe multidirectionnel. Si vous voyez, on n'arrive pas
trop à objectiver ni l'axe 8,2 ou 10,4 comme on a dit tout à l'heure. On n'arrive pas vraiment à objectiver une sinusoïdale qui est bien autour d'un axe de référence. L'amplitude et la fréquence en fait des mouvements, c'est vraiment saccadé, c'est un peu anarchique, c'est pas bien rythmique. Et puis il y a une dégradation. Plus vous faites répéter les choses, plus il y a une dégradation parce que plus la dystonie se met en place. Quand on regarde les lignes droites, là aussi, c'est assez frappant par rapport à celle du tremblement essentiel. Bah, c'est un axe multidirectionnel, ça part dans tous les sens et les oscillations sont irrégulières. Et puis la variabilité, elle est assez élevée parce que vous savez que dans les patients dystoniques, il y a quand même une note ou une composante fonctionnelle. Quel est l'œuf ou la poule? Je ne sais pas, mais dans les dystonies primaires, ce qu'on objective souvent, c'est que quand même, il y a une tendance à la variabilité et à remplir des critères de troubles neurologiques fonctionnels, mais ça reste des véritables dystonies. Pour le patient parkinsonien, bon, bah là, c'est assez classique, vous le savez tous, je passe rapidement. Ici, vous voyez très bien un exemple de micrographie. Plus vous faites répéter, écrire les gens, plus ils font des lignes comme à l'école, plus l'écriture diminue en amplitude. Et vous voyez là, c'est un patient qui tremblait pas trop, mais je préférais vous mettre plutôt le côté micrographique qu'on objective volontiers chez les patients parkinsoniens. En ce qui concerne les, les spirales, moi, ce que j'aime bien faire dans les spirales, moi, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, je vous le dis maintenant, c'est de faire des spirales contraintes, c'est-à-dire, ils doivent faire à l'intérieur de ma spirale et des spirales libres. Le parkinsonien, dans les spirales contraintes, il les fait plutôt pas mal parce qu'il a une référence. Par contre, dans les spirales libres, bah, il y a une tendance la micrographie, quoi. Vous voyez, les spirales, je vous ai mis une spirale normale tout à gauche et au milieu et à droite, vous voyez des spirales, bah, elles sont tout concentrées, elles sont tout raplapla, tout rabougries. On voit qu'il y a un tremblement avec un axe unidirectionnel, hein. Comme je vous ai dit, le tremblement de repos de la Parkinson, il peut avoir une composante réémergente, donc à la posture, à une certaine posture réapparaître, et il a les caractéristiques qui ressemblent finalement à peu près au tremblement essentiel. Les lignes droites, bon bah pareil, vous voyez que les oscillations elles sont faibles, elles sont régulières pardon, et de faible amplitude parce qu'il y a cette composante d'akinésie et de rigidité. Dans le tremblement fonctionnel, là, c'est ce qui est le mieux. Bon, j'ai pas d'exemple d'écriture, j'avais pas d'exemple d'écriture à vous mettre, mais généralement, la taille des lettres, elle est variable. Il y a un axe qui est multidirectionnel. La détérioration, elle est inconstante. Plus vous faites répéter, plus c'est changeant d'un moment à l'autre dans la consultation. La pression sur le stylo, elle est quant à elle normale. Vous voyez, par exemple, là, je vous ai mis un très joli cas que j'ai eu en consultation il n'y a pas si longtemps, où j'arrivais pas trop à caractériser le tremblement. J'avais des arguments pour une origine fonctionnelle, mais aussi parfois, enfin, mais aussi quelques arguments pour une origine organique. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est de faire la spirale non contrainte, donc libre, dans un sens, vous voyez sur la gauche, puis dans l'autre, vous voyez sur la droite. Et là, on voit que ça change du tout au tout alors que c'est la même main. Bon, là, ça vous donne quand même un indice que il y a plutôt une nature fonctionnelle à ce tremblement et ça permet aussi, moi j'aime bien ça, de montrer aux patients pourquoi on pense au diagnostic de fonctionnel et ça permet aussi d'étayer c'est une vraie maladie et qu'il y a un vrai dysfonctionnement parce que là, le patient voit qu'en changeant le sens, il y a un changement du tout au tout sur son tremblement et la réalisation de la spirale. Ici, pareil, sur les lignes droites, je vous ai pris un exemple caractéristique, mais on voit que la ligne droite, bah, c'est plein de petits traits de stylo et ça ressemble à finalement pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose qu'on connaît et qu'on peut rattacher. Ah, donc voilà, moi je vais finir avec ma partie. J'espère vous avoir donné quelques petites clés. Pourquoi moi j'aime le papier et le stylo, c'est parce que ça permet d'avoir ces méthodes qui est simple. On a tous un papier, un stylo, c'est robuste. Ça permet de mettre en évidence des informations qui sont invisibles à l'œil nu. C'est simple, mais ça diminue pas la puissance. Et puis ça améliore votre précision diagnostique parce que ça vous rassure, ça vous donne des arguments objectifs. Ça vous permet aussi pour les thérapeutiques de comparer d'une consultation à l'autre, s'il y a eu ou pas une amélioration, et de discuter avec le patient, de lui montrer que on a des arguments objectifs pour une amélioration, une absence d'amélioration, une détérioration. Donc c'est toujours bien de faire ces tests, de ne pas hésiter à les répéter, de ne pas hésiter à demander à des collègues si vous avez des doutes, mais ça permet de discuter. Et puis je vous mets deux petites choses, un papier en français en bas que j'ai écrit récemment dans la revue Neurologie, et puis le papier Princeps, si je puis dire, qui date de 2017, que je vous invite vraiment à lire, qui est très sympa avec beaucoup plus d'exemples que ce que j'ai pu vous montrer, qui est dans Practical Neurology, je crois.
et voilà, qui peut vous donner aussi des pistes. Et si vous avez envie de creuser, je vous invite à lire ce papier. Voilà, et je vous remercie tous de votre attention. Eh bien, merci. Effectivement, vous êtes nombreux à être attentifs. Juste, on a une petite question. J'ai pas bien compris l'évaluation de la spirale. J'imagine c'est peut-être une version quantitative de cette Oui. évaluation ou En fait, qualitative? c'est ça. Il y a une échelle donc de Bain et Finlay. Alors, je ne l'utilise pas personnellement et je ne connais pas de gens qui l'utilisent, mais dans les années 90, ils ont établi une espèce de cotation de enfin de 1 à 10 en prenant tous les éléments de la spirale, c'est-à-dire son côté régulier, la présence d'un axe unidirectionnel ou multidirectionnel, son côté bien espacé ou plutôt resserré. Et donc, ils ont établi tous ces critères-là. Mais je crois qu'elle est un peu tombée aux oubliettes. C'est en faisant ce topo que je suis tombé dessus. Et du coup, ils se sont beaucoup intéressés à ça et ils ont essayé de coter ça pour. Voilà, ils ont montré que c'était assez reproductible, mais Toi, je connais personne. tu compares en comparant Oui, directement tes tracés, c'est ça, voilà, de exactement. façon très simple. Eh bien, merci Mm. beaucoup. Alors, c'est vrai que ça coûte pas cher le papier et crayon, mais par contre, on va peut-être passer vers des techniques un petit peu plus chères, un peu plus complexes avec Michael Aubignac qui va nous parler hein, des techniques thérapeutiques interventionnelles. J'imagine c'est là, on sort du coup du papier et du crayon quand même. À tout, Oui. Michael. Merci à tous de me proposer de parler dans ce webinaire. Et donc là, oui, on va parler des choses qui arrivent tout de même après les traitements médicamenteux. Donc c'est dommage, on ne fait pas le webinaire dans l'ordre, mais l'ordre, c'est quand même le diagnostic, ensuite le traitement médicamenteux. Et puis ensuite, on arrive sur les options chirurgicales qui doivent forcément arriver quand même après l'essai du médicament, plus ou moins la toxine botulique, parce qu'il y a de plus en plus cette dérive aujourd'hui, même cette demande des patients parfois de bénéficier d'une intervention chirurgicale pour traiter le tremblement alors qu'ils n'ont même pas encore essayé de traitement médicamenteux. Et donc, au niveau chirurgical, on va avoir deux solutions. On va avoir la stimulation cérébrale profonde où on met des électrodes et on va moduler l'activité cérébrale pour améliorer les symptômes. Et puis, à côté, de plus en plus, on a le retour des chirurgies lésionnelles où là, avec différentes techniques, on va aller brûler ou détruire certaines cellules qui transmettent le tremblement pour améliorer les symptômes. Et donc, l'origine du tremblement, aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne la connaît pas. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'hypothèses. On décrit tout un tas de circuits, de boucles. On en décrit récemment en fonction des techniques qu'on utilise. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'origine, on ne la connaît pas. On pense que c'est des dérèglements des circuits entre le cervelet, le thalamus, le cortex ou des dérèglements dans les ganglions de la base, mais la vraie origine n'est pas connue. Et donc, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est interagir sur le thalamus, qui est en gros la grosse structure qui va propager le tremblement. Donc, on coupe la voie de propagation, mais on n'éteint pas le tremblement. Et il y a une hypothèse physiopathologique qui est assez jolie, je trouve, qui s'appelle l'hypothèse du variateur de lumière, où en gros, on suppose qu'il y a une sorte de bouton on-off dans des circuits cérébraux qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et qu'à côté de ça, il y a un variateur qui passe par les circuits cérébellaux thalamo-corticaux. Et du coup, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est agir sur ce variateur. Donc, on est capable, avec la chirurgie, de diminuer le tremblement, mais on n'est jamais capable de le supprimer à 100% puisque on ne connaît pas la cause et la localisation précise. Et donc, je redétaille pas tout ça, mais finalement, la neurochirurgie fonctionnelle des mouvements anormaux, c'est une idée qui est très très ancienne. Il faut savoir que les premières expériences, que ce soit chez l'animal puis chez l'homme, ça remonte aux années 1940-1950. C'est des choses qui ont été un peu découvertes par hasard au début. On s'est rendu compte qu'en fait, s'il y avait une lésion dans le thalamus, le pallidum, on était capable d'améliorer certains mouvements anormaux. Et puis, comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de traitements, il faut se remettre dans le contexte des années avant 1950-1960. Il n'y avait même pas encore la lévodopa, notamment pour le Parkinson. Et du coup, il y a eu beaucoup de recherches sur la neurochirurgie à cette époque parce que c'était l'un des seuls moyens parfois d'améliorer un peu les patients puisqu'il y avait très peu de thérapeutiques médicamenteuses. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup de recherches, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis. Il y a eu des grandes équipes qui ont fait beaucoup de chirurgie lésionnelle, que ce soit le thalamus, le pallidum ou même d'autres cibles.
à tel point qu'on estime que entre 1950 et 1970, il y a eu plus de 37 000 procédures dans le monde. Il faut quand même remettre ça dans le contexte de l'époque où il n'y avait pas de scanner, encore moins d'IRM, encore moins de robots, hein. Donc la chirurgie, elle se faisait quand même avec des ventriculographies, avec des choses qui n'étaient pas très fiables, qui étaient même parfois dangereuses à réaliser. Et donc, ça fait quand même énormément de procédures réalisées pour l'époque. Et donc, il y a eu tout un tas de connaissances quand même qui ont été mises en jeu et élaborées à l'époque. Et finalement, notre compréhension aujourd'hui, elle repose encore beaucoup parfois sur ces connaissances dont certaines ont été acquises parfois avec des questions éthiques tout à fait tout à fait limite. En fait, il y a plein de chirurgies de l'époque, hein, qui ont été réalisées qui seraient même plus envisageables aujourd'hui parce qu'il y a eu des choses totalement pas éthiques du tout. Quoi qu'il en soit, pendant longtemps, ces techniques, elles ont perduré. Le problème, c'est que les techniques de l'époque n'étaient pas précises, donc on avait du mal à être précisément au bon endroit dans le cerveau, et en plus, on avait du mal à contrôler la taille de la lésion qu'on était en train de créer, hein, puisqu'on créait des lésions soit avec des solvants, de l'alcool, soit avec des impulsions électriques, et donc bien souvent, on dépassait la cible, et tout ça, c'était responsable de beaucoup d'effets indésirables, voire de morbidité. Ce qui fait que 1987, Grenoble, la stimulation cérébrale profonde, on invente ça. En même temps, il y a eu beaucoup de traitements qui sont sortis, dont la lévodopa, hein, dans les années 60. Et donc, ces chirurgies lésionnelles qui avaient une grosse morbidité, finalement, elles ont décliné, voire quasiment disparu, hein, à part quelques grandes équipes qui faisaient encore des chirurgies par radiofréquence ou gamma knife radiochirurgie. Finalement, ça se pratiquait plus beaucoup. La stimulation cérébrale profonde a explosé, à tel point que finalement, il y a toute une génération de neurologues et de neurochirurgiens qui n'ont pas été formés à la réalisation de ces neurochirurgies lésionnelles. Et donc, il y a un savoir-faire et une technique qui s'est un peu perdue. Et puis finalement, les lésions, elles reviennent sur le devant de la scène depuis les années 2015-2020, parce qu'il y a une nouvelle technique qui a été inventée, qui sont les ultrasons focalisés par IRM. Si je fais très simple, on met le patient dans l'IRM avec une sorte de casque sur la tête, et on va focaliser les rayons IRM, si je fais très simple, vers une partie très précise du cerveau, et ça va engendrer de la chaleur, et on va être capable de créer des lésions avec une précision très importante, puisqu'on va être contrôlé en temps réel par l'imagerie IRM. Et donc, cette technique qui permet de faire des lésions sans ouvrir le crâne avec une certaine précision permet de refaire des neurochirurgies lésionnelles avec une précision qu'on n'a jamais eue, avec un contrôle qu'on n'a jamais eu. Et donc, on a tous les bénéfices de la chirurgie avec beaucoup moins d'effets indésirables et de comorbidités qu'on en avait avant. Et donc, depuis les années 2015, en fait, cette technique, elle explose. Il y a eu beaucoup d'essais cliniques randomisés. J'ai pas le temps de tout développer, mais il y a eu des essais cliniques dans le Parkinson, dans le tremblement essentiel. Et donc, la technique a été approuvée par la FDA. Et maintenant, même de plus en plus, ils sont en train d'essayer de faire des lésions bilatérales, que ce soit du thalamus ou du pallidum, hein. Pendant longtemps, dans la littérature, il y a eu une sorte de dogme qui disait on ne fait jamais de chirurgie lésionnelle bilatérale parce qu'on va engendrer des troubles cognitifs, des troubles de l'équilibre, des troubles de la marche. Et en fait, ça, c'est en train d'être remis en cause parce que peut-être avec les nouvelles techniques, en étant plus précis, plus ciblé, en contrôlant mieux la lésion, peut-être qu'on peut faire des neurochirurgies lésionnelles avec finalement un profil d'effet indésirable qui est compatible ou qui en tout cas est supportable pour les patients. Donc ça, c'est vraiment la grande avancée des dernières années. C'est en train d'exploser. Faut savoir que malheureusement en France, c'est pas encore très développé, hein. Il y a que les collègues de la Pitié-Salpêtrière qui ont l'appareil, mais pour l'instant, c'est pas encore remboursé, donc c'est un peu difficile d'accès, en tout cas chez nous. Et donc, si je dis deux mots des procédures chirurgicales, il y a la stimulation cérébrale profonde. Ça reste quand même le traitement historique. Euh, Ça doit être réservé à des patients qui ont un tremblement pharmacorésistant. Donc, la définition de pharmacorésistant, elle est toujours discutée, mais c'est au moins deux ou trois traitements du tremblement qui ont été essayés à des doses efficaces et qui soit ont été mal tolérés, soit n'ont pas été efficaces sur le tremblement.
Il y a toujours cette limite d'âge théorique de 70 ans, même si faut surtout prendre en compte l'état physiologique du patient, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu peur d'opérer les patients après 70 ans. Et puis bien sûr, il y a les contre-indications, parce que dans le tremblement, on fait principalement de la stimulation du thalamus, mais il y a quand même des contre-indications, c'est-à-dire que les patients qui ont des troubles de l'équilibre, on risque quand même de les aggraver, donc c'est plus ou moins un drapeau rouge. Les patients qui ont des troubles cognitifs très avancés, ça reste quand même un drapeau rouge, même si c'est un peu moins grave le thalamus que le noyau sous-thalamique. Et puis après, c'est les contre-indications à l'IRM, à l'anesthésie générale. Et puis, c'est les patients qui, de plus en plus, en fait, refusent le matériel de stimulation, que ce soit les électrodes ou le pacemaker. La cible, elle est toujours un peu discutée. En fait, la cible la plus utilisée dans le tremblement, ça reste le noyau ventral intermédiaire du thalamus. Mais il y a toujours des discussions à l'heure actuelle pour savoir quelle est la meilleure cible. Est-ce que c'est le thalamus? Est-ce que c'est l'aire, la postérieure subthalamique aéra, qui est en gros une petite zone en dessous le thalamus? Il y a de plus en plus de papiers qui disent en fait, est-ce que l'important c'est la localisation dans le thalamus ou est-ce que c'est la localisation dans un faisceau? Notamment, il y a un faisceau de substance blanche, le faisceau dentato-rubrothalamique, qui intervient dans le contrôle du tremblement. Et désormais, avec les nouvelles imageries IRM, on est capable de faire de la tractographie et donc de voir les faisceaux de substance blanche. Et il y a beaucoup d'équipes qui disent qu'en fait, en ciblant ce faisceau, on est peut-être même supérieur sur l'efficacité de la lésion qu'en visant le thalamus lui-même. Donc c'est un débat qui n'est pas encore clos aujourd'hui, même si on est à plus de 100 ans des découvertes historiques désormais. La chirurgie, je m'étends pas dessus parce qu'en gros, il y a quasiment autant de méthodes que de chirurgiens. Je donne juste notre exemple. Nous, à Amiens, si vous voulez, vous pouvez scanner le QR code. On a fait des vidéos qui expliquent le parcours patient de la stimulation. Chez nous, ça se fait sous anesthésie générale avec le robot qui positionne les sondes avec un scanner qui contrôle leur position durant le bloc opératoire. Mais il faut savoir que dans de nombreuses équipes, y compris en France, la chirurgie, elle se fait encore avec une chirurgie éveillée, avec des testings opératoires pour vérifier le positionnement des électrodes. Les électrodes, je ne détaille pas non plus, mais il faut savoir qu'il y a eu une grande amélioration technologique là, les 10 ou 20 dernières années. Moi, quand j'ai commencé mon internat, c'était il n'y a pas si longtemps, on se retrouvait avec les anciennes électrodes, il n'y avait que 4 plots. Maintenant, on se retrouve avec des électrodes qui ont 8, 10, 20 plots, donc on est capable de diriger un peu la stimulation dans tous les plans de l'espace. De plus en plus, on a même des électrodes qui sont capables de recueillir le signal et du coup, on est capable de peut-être dans l'avenir modifier les paramètres de stimulation en fonction du signal qui est recueilli par l'électrode. Donc, j'ai pas le temps de développer tout ça, mais il y a vraiment des avancées technologiques majeures dans la stimulation cérébrale profonde qui sont apparues ces 10 dernières années et qui vont encore apparaître dans les 10 dernières années, dans les 10 prochaines années. Les piles, c'est pareil, je rentre pas dans le détail, mais il y a eu beaucoup d'innovations avec des piles rechargeables, des piles qui sont désormais capables d'envoyer des impulsions électriques avec des patterns un peu différents. Et le fonctionnement, c'est la grande question parce que je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'on comprend vraiment ce qu'on fait avec de la stimulation cérébrale. Il y a beaucoup d'hypothèses. On sait que ça fonctionne, mais ça reste quelque chose d'empirique qu'on explique encore très mal aujourd'hui puisqu'on comprend quand même très mal le fonctionnement des circuits cérébraux mis en jeu. Et puis enfin, les réglages, c'est pareil. La stimulation, moi, quand j'ai commencé mon internat, c'était il y a une petite vingtaine d'années, dizaine d'années. On avait la petite Game Boy très moche, c'était noir et blanc. On faisait des réglages au lit du patient, ça nous prenait la matinée. Aujourd'hui, de plus en plus, en fait, on est devant l'ordinateur, on a l'IRM du patient, on a la position de l'électrode et on est capable de voir, de faire nos réglages sur l'ordinateur, puis ensuite les mettre sur le patient en se basant quasiment uniquement que sur l'anatomie du cerveau, les structures, les faisceaux de substances blanches. Et puis de plus en plus, avec les électrodes qui recueillent le signal dans le cerveau sur les noyaux, on va être capable d'adapter les réglages en fonction du signal qui est recueilli.
Du coup, l'idée dans le futur, c'est d'avoir une stimulation adaptative qui s'adapte en permanence aux symptômes du patient en fonction de son activité cérébrale. Et donc ça, c'est très bien développé dans la maladie de Parkinson, mais c'est en train de se développer aussi dans le tremblement essentiel et dans d'autres tremblements. Et les résultats, je ne vais pas tout détailler. Il y a beaucoup d'études qui ont étudié la stimulation cérébrale profonde pour le tremblement parkinsonien essentiel. Pour tout ce qui est autre tremblement, il y a des choses qui sont faites, mais il n'y a pas de grande étude randomisée. Donc, c'est un peu des case reports ou des séries de cas. En tout cas, dans le tremblement essentiel et dans le Parkinson, on a une efficacité qui globalement est supérieure à 70% pour la diminution du tremblement. Il y a peu d'effets indésirables. Mais il faut savoir que la stimulation, elle peut perdre en efficacité avec le temps par probablement différents mécanismes. Et donc, la stimulation, c'est très bien, mais en fait, la stimulation, c'est quand même lourd. Ça nécessite des électrodes, ça nécessite un pacemaker. Et finalement, il y a beaucoup de patients qui, de plus en plus, refusent ce genre de chirurgie. Et c'est donc pour ça que de plus en plus, en fait, il y a le retour de ces procédures lésionnelles où on va faire une lésion, mais on ne va pas laisser de matériel. Et ça plaît beaucoup aux patients qui sont de plus en plus demandeurs. Et donc, comment faire une lésion pour traiter un mouvement anormal dans le cerveau? Bah, il y a plusieurs solutions. Il y a la radiofréquence, c'est la technique historique. Si je fais très simple, on met une petite sonde, on envoie un courant électrique et ça va créer une lésion. L'inconvénient de ça, c'est que vous n'êtes pas capable de contrôler la taille de votre lésion en temps réel. Donc, potentiellement, vous faites des lésions trop grosses, trop petites, et potentiellement, vous avez des problèmes d'efficacité et des problèmes d'effet indésirables. À côté de ça, vous avez la radiochirurgie Gamma Knife, Cyber Knife. Là encore, si on fait très simple, c'est de la radiothérapie très très ciblée, donc il n'y a pas d'ouverture du crâne. Euh, L'inconvénient de ça, c'est que vous avez des patients hyporépondeurs, des patients hyper-répondeurs, et ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de le prédire. Donc, chez les patients hyporépondeurs, ils vont avoir une trop petite lésion, vous n'allez pas les traiter. Et chez les hyper-répondeurs, vous pouvez avoir une lésion très très grosse qui dépasse le thalamus et donc peut donner des hémiplégies, des choses un peu graves. Et c'est le principal inconvénient de la radiochirurgie. L'autre inconvénient est que la radiochirurgie, vous la faites et les effets apparaissent que 3 voire 6 mois plus tard. Donc pendant tout ce temps-là, en fait, le patient n'a pas le résultat escompté. Enfin, il y a les ultrasons guidés par IRM, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Avantage, il n'y a pas d'ouverture. Euh, c'est contrôlé en temps réel, donc vous êtes très très précis. Inconvénient, le patient, il doit quand même rester dans l'IRM et coopérer pendant un certain nombre d'heures. Donc c'est parfois un peu long et c'est parfois un peu difficile. Autre inconvénient, le patient, il doit être rasé complètement pour pouvoir avoir le casque dans l'IRM qui transmette bien les ultrasons. Et puis enfin, l'autre technique qui est la thermothérapie laser guidée par IRM ou LIT. Si je fais très simple, on met une petite fibre laser dans le cerveau, donc il y a une ouverture du crâne, ça reste de la chirurgie. Ensuite, le patient est transporté dans l'IRM toujours sous anesthésie générale, et là, sous contrôle de l'IRM, on branche cette petite sonde à une source laser et on va être capable de créer une lésion sous contrôle de l'IRM en temps réel. Donc on est très très précis. L'inconvénient, c'est que ça nécessite quand même une chirurgie et que pour l'instant, cette technique, elle est disponible à Amiens, à la Pitié-Salpêtrière et dans quelques centres, mais pour l'instant, ça reste pas très développé et très accessible en France, mais ça va probablement le devenir dans les années futures. Et donc la sélection patient, ça reste la même. En gros, c'est les mêmes critères que pour la stimulation cérébrale profonde, sous réserve toutefois que pour l'instant, les chirurgies lésionnelles, c'est des choses qui se font que de manière unilatérale, même si probablement dans l'avenir, il y aura du bilatéral avec les nouvelles techniques. Pour l'instant, on fait surtout unilatéral, donc on va traiter un seul côté, une seule main du patient. Faut bien leur expliquer. Euh, la sélection de la cible, globalement, ça reste le thalamus, mais pareil que la stimulation, il y a tout un tas de discussions sur d'autres cibles éventuelles.
Et puis la sélection de la technique, bah après, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de l'expérience de l'équipe qui va prendre en charge le patient. Ça dépend des envies du patient, de ses indications, contre-indications. Est-ce qu'il est d'accord pour avoir une chirurgie avec quand même une incision, une ouverture? Est-ce qu'il préfère avoir un traitement non invasif? Est-ce qu'il est d'accord pour se raser la tête? Donc il y a tout ce genre de choses à prendre en compte. Et puis surtout, l'autre chose à prendre en compte, c'est est-ce que la technique, elle est accessible facilement, hein, puisque pour l'instant, en France, les ultrasons focalisés et la LIT, c'est accessible uniquement dans quelques centres. En tout cas, l'efficacité et la sécurité de ces techniques, elle est quand même globalement comparable, en sachant que finalement, la FUS et la LIT sont quand même probablement plus précis et plus sécuritaires que les autres techniques, même si ça reste encore à prouver, hein, puisqu'il n'y a aucune étude qui a comparé directement toutes ces techniques. Et puis, je vous mets deux mots de recherche parce que vous voyez, les ultrasons focalisés, c'est vraiment un sujet d'actualité. Il y a des papiers qui sortent tout le temps. Il y en a encore un qui est sorti aujourd'hui sur les thalamotomies bilatérales, hein. Donc, c'est vraiment une technique en pleine expansion. Il y a eu des grands essais cliniques randomisés. Et donc, c'est vraiment un sujet de recherche d'actualité. Il y aura probablement plein d'innovations encore à venir dans les années qui suivent. Et donc, je dis deux mots du lead parce que on est très content d'avoir cette technologie à Amiens. On a commencé à la développer en 2018 et en gros, pour l'instant, on n'est que deux équipes au monde à avoir développé ça dans le traitement des mouvements anormaux, hein, parce qu'il faut savoir que c'est une technique qui est déjà très utilisée dans plein de pays pour traiter des épilepsies pharmacorésistantes, pour traiter certaines tumeurs. Et donc, on a traité une quarantaine de patients pour tremblement avec des étiologies diverses jusque maintenant. Et je rentre pas trop dans le détail, mais en tout cas, sur le tremblement essentiel, ça permet une amélioration de plus de 80% et ça améliore également la qualité de vie. Et donc la sonde est mise en place sous anesthésie générale avec le robot et ensuite le patient est amené dans l'IRM et on a ce genre de choses avec une cartographie de la température en temps réel, au milieu un algorithme qui nous prédit la taille de la lésion qu'on est en train de créer et puis ensuite les séquences IRM classiques, hein, la diffusion, le T2 que vous connaissez tous. Et donc, on arrive à faire ça. On est capable de créer une lésion de 4 à 6 millimètres pile dans le thalamus. Et ça, c'est une IRM à 6 mois où vous voyez bien la lésion qui est bien délimitée. Et du coup, quand même, on respecte toutes les structures qui sont un peu sensibles à côté, notamment le pallidum, la capsule interne et compagnie. Et donc, on diminue quand même un peu le risque de morbidité et d'effets indésirables. Ça, c'est le papier qu'on avait publié dans le tremblement essentiel, hein, et vous voyez quand même une amélioration de la qualité de vie et du tremblement qui reste significatif à 12 mois avec tout de même un certain pourcentage d'effets indésirables, mais qui n'ont pas nécessité de réhospitalisation ou qui n'ont pas engendré en tout cas de perte d'autonomie. Et donc ça, c'est un des premiers patients qu'on avait traité, un patient qui a un tremblement essentiel depuis très jeune, depuis ses 16 ans, qui avec le temps est devenu pharmacorésistant. Et ce monsieur était routier et du coup, il refusait la stimulation cérébrale profonde puisque si vous mettez des électrodes et un pacemaker à un routier, bah, son permis, en gros, sera plus jamais revalidé. Et donc, on l'a traité par laser lit et vous voyez qu'à 3 mois, il a plus du tout de tremblement sur sa main gauche. Et depuis, lui, on le suit depuis plus de 3 ans et le tremblement est pas revenu et donc il a plus de traitement médicamenteux. On a fait la même chose avec des patients parkinsoniens, je passe, hein, ça a fonctionné. Et puis on l'a fait dans des tremblements qui sont quand même beaucoup plus graves, qu'on appelle les tremblements de Holmes, qui bien souvent sont des tremblements séquelaires à des lésions, bien souvent des AVC hémorragiques qui donnent des choses un peu catastrophiques avec des tremblements à la fois de repos postural et cinétique, avec des petites postures dystoniques. Et donc ça a un impact majeur sur la qualité de vie puisque les patients sont plus capables de manger, de boire seuls.
Et donc, on a amélioré un peu. Bien sûr qu'on n'a pas tout fait disparaître, mais en tout cas, cette dame, elle arrive désormais à manger et à boire seule. Donc, on n'a pas fait disparaître les lésions qui étaient secondaires à des hématomes, des choses un peu gravissimes, mais en tout cas, on a amélioré un peu la qualité de vie, sans faire apparaître de nouveaux effets indésirables. Et donc ça, je vous laisserai lire, c'est le petit tableau qui résume les principales techniques lésionnelles disponibles actuellement avec leurs avantages, leurs inconvénients et en gros le pourcentage d'amélioration qui a été trouvé dans des grandes études. Voilà, je vous remercie. Et tout ça pour dire qu'en gros, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En fait, on n'a rien inventé, hein. On utilise des lésions, des choses qui ont été inventées il y a plus de 100 ans et on met au profit les nouvelles technologies pour les utiliser avec un meilleur bénéfice et moins de risques. Merci beaucoup, Michael, pour toutes ces innovations, ou pas tellement innovations, si j'ai bien compris. On a juste une petite question pour faire la transition, puisqu'en fait, Sina nous a rejoint. Merci pour le direct. Alors, je ne sais pas si on fera la présentation en direct, tu nous diras si tu veux la faire ou si on met celle enregistrée. Mais en attendant, Non, est-ce qu'il c'est y a une bon, hein, place moi je pour peux faire la la présentation, TMS? pas de souci. Tu Si, peux la si faire. la connexion Internet est bien, je Eh sais pas ben, si, je sais pas si elle est bien parce que là je suis connecté en catastrophe depuis mon Wi-Fi de l'hôtel, donc il faut juste non, être mais sûr c'est que tout ça bon, ça fonctionne marche, bien. ça marche. Est-ce qu'il Nickel. y a une place pour la RTMS? C'est moins invasif, mais dans le tremblement, qu'est-ce que vous en pensez, les experts? Il y a une place, en tout cas, ça fonctionne très bien dans les tremblements d'origine fonctionnelle. Après, à ma connaissance, il n'y a pas de grands essais. Et en tout cas, la RTMS, elle n'a qu'un effet temporaire. Donc, en fait, il faut la refaire en permanence. Et donc, pour l'instant, ça reste un traitement qui peut pas être, qui en gros améliore les gens, mais que temporairement, c'est quand même difficilement utilisable au long cours. Merci en tout cas. Et je profite aussi d'un autre message de Laurent Vercueil auquel on a répondu, mais je ne suis pas complètement sûre que vous y ayez tous accès. Laurent Vercueil, à qui on dit bonjour, utilise une méthode de quantification, on revient à la sémiologie, mais du tremblement en utilisant des tâches de pointage et des cibles. Voilà, voilà. Et donc, il fait un appel à collaboration pour valider cette cotation. Si intéressé, je l'ai très mal expliqué, je suis désolée, mais en tout cas, n'hésitez pas à contacter Laurent Vercueil pour en discuter et éventuellement faire un travail collaboratif. Si on peut initier avec des webinaires un nouveau travail, ce serait formidable. Pas de souci, moi ça me fera très plaisir de rebosser avec Laurent, ça va me rappeler l'époque où j'étais grenoblois. Bon, bah parfait. Eh bien, écoutez, sans transition, on va laisser la parole à Sina. Vraiment, c'est le direct qui vient d'arriver, donc qui va nous parler des traitements. On a bien compris, on allait d'abord aux techniques médicamenteuses avant de passer à la chirurgie. Mais voilà, bah, Sina, si tu veux le faire en direct, vraiment, Yes, pas de souci. à Bah, déjà, toi. bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour avoir reswitché l'ordre de passage. Alors, juste s'assurer que tout fonctionne bien. OK. Euh, La qualité de ouais, c'est tout bon? c'est tout bon. Nickel, parfait. On t'entend et Parfait. on te voit. Eh ben, c'est parfait. Alors là, concrètement, on va passer un petit peu plus de temps à parler de ce que, en gros, tout un chacun peut faire en première intention sur le plan thérapeutique, qui est le traitement médicamenteux du tremblement. Michael vous a déjà longuement parlé des thérapeutiques de second lit, donc les thérapeutiques lésionnelles et aussi un petit peu de la stime cérébrale profonde. Pour être, comment dire, très synthétique, je vais commencer par les take-home messages. C'est vraiment, s'il y avait qu'une seule diapo à retenir de cet exposé, ce serait celle-là. C'est une situation fréquente que de devoir traiter un tremblement avec des médicaments, qu'il faut absolument commencer à faible dose et ne pas avoir peur d'y aller petit à petit pour éviter des effets indésirables et donc de griller des cartouches, puisqu'on sait tous que lorsqu'on se plante avec un traitement qui provoque des effets indésirables, ça peut être très difficile de rattraper le coup. Bien monitorer les effets indésirables, ça je l'ai mis en, comment dire, en surligné. Il y a 30% de non-répondeurs dans la première année et 30% d'arrêts sur les effets indésirables dans la deuxième année. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des échecs. De toute façon, il faut s'y attendre. Et c'est là où la place de la stime et des thérapies lésionnelles se fait, puisque bon, on peut considérer qu'au bout de deux échecs de traitement, il serait peut-être temps de penser à la suite de toute façon. Et une chose à laquelle on ne pense peut-être pas assez fréquemment,
c'est de prévenir pour la conduite automobile si on donne des traitements qui sont déconseillés. Vous allez voir, j'ai mis des petites pastilles avec attention danger pour la conduite à chaque fois qu'on va parler d'un traitement qui peut être dangereux pour la conduite automobile. Donc c'est parti pour un petit inventaire à la Prévert. J'ai essayé de reprendre les principaux types de tremblements, on dira, pour lesquels on peut être confronté, en commençant par le tremblement parkinsonien. Je ne vais pas revenir sur la clinique du tremblement parkinsonien. La lévodopa reste le traitement gold standard pour le tremblement comme pour les autres symptômes de la triade, tout en sachant qu'il ne faut pas avoir peur d'augmenter les doses de lévodopa pour essayer d'avoir un effet sur le tremblement. Il se rend compte qu'il y a certains patients chez qui la kinésie et la rigidité vont répondre à des doses un peu plus faibles. Donc, pas hésiter à y aller un peu plus franco pour être sûr qu'on ait bien une bonne réponse à la lévodopa. Sinon, on peut utiliser bien évidemment les IMAO, les ICOMT et les agonistes. Il semble que le pramipexole et la rotigotine fassent légèrement mieux que le ropinirole pour le traitement du tremblement de repos. On a autrement le trihexyphénidil qui peut être utilisé de préférence chez les patients jeunes pour éviter des effets indésirables, notamment cognitifs, chez les patients un peu plus âgés. Et si on se pose la question de quel est le traitement qui serait le plus efficace sur la composante posturale résurgente du tremblement parkinsonien, ça reste encore la lévodopa. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le propranolol chez certains patients, mais vraiment privilégier la lévodopa et encore et toujours la lévodopa. Voilà un petit diagramme de Forest qui résume l'efficacité comparative des différents agonistes dopaminergiques. Donc, on voit que la rotigotine et le pramipexole font mieux que le ropinirole et le pyribédil, et l'apomorphine, on va en toucher deux mots un petit peu après, semble avoir un effet intéressant chez certains patients. J'en ai encore eu un cas récemment dans le service qui nous avait été adressé. Il ne répondait absolument pas sur le plan du tremblement à la lévodopa, et c'est le fait de l'avoir mis sous pompe à apomorphine qui l'a grandement soulagé. La clozapine, alors, elle aurait un effet antitrémorique chez 72% des patients. Dire dans quelle proportion en termes de diminution de l'amplitude, ça, je n'ai pas tellement l'information. Il n'en demeure pas moins que je pense qu'il faut quand même éviter la clozapine si le patient n'a pas une psychose associée en raison du profil de tolérance. On connaît le risque d'agranulocytose, également le risque de confusion, qui est peut-être un peu moins connu, le risque également de myocardite, et surtout, ce n'est pas parce qu'on la donne pour un tremblement et pas pour une psychose que la surveillance n'est pas la même, à savoir l'ANFS hebdomadaire pendant 18 semaines, puis mensuelle, quoi qu'il en soit. Si malgré tout, on se rend compte qu'on doit donner de la clozapine, toujours la même chose, je pense qu'il est important, pour limiter le plus possible la survenue d'effets indésirables, de commencer vraiment avec des doses faibles, à savoir un quart de comprimé. Ça fait du 6,25 mg, et ensuite de majorer petit à petit jusqu'à obtenir des doses antitrémoriques. Et ces doses-là, ça peut être entre 39 et 45 mg par jour. Donc, ça veut dire qu'il y aura probablement une part non négligeable de patients pour lesquels on n'arrivera pas à des doses aussi importantes pour essayer de les soulager de leur tremblement. Le zonisamide a été étudié pour le tremblement parkinsonien entre 100 et 300 mg par jour avec assez peu de preuves. Donc, moi, personnellement, je n'en ai pas l'expérience. Ça peut faire partie des traitements qu'on peut utiliser un peu, comment dire, je ne vais pas dire en ultime ligne médicamenteuse, mais pas loin. La toxine, pareil, elle a été testée, mais il faut toujours garder à l'esprit que ça sous-entend de faire des injections de toxines tous les 3 mois. Tous les patients n'ont pas forcément l'envie d'avoir cela. Et toujours le risque de paralysie transitoire si, malgré les bons soins et un guidage échographique, électroneuromyographique, la toxine vient un petit peu déborder du muscle cible. Ça peut provoquer des paralysies, heureusement toujours transitoires. Et on en revient à l'apomorphine. Elle peut être utile chez certains patients, qu'ils aient ou non des fluctuations d'ailleurs. Ce n'est pas pour traiter les tremblements liés aux fluctuations, mais vraiment le tremblement de repos, je veux dire basal dans la maladie de Parkinson. Ce qui peut être utile, c'est de faire des injections sous-cutanées en stylo progressives, itératives, pourquoi pas en hôpital de jour, pour essayer d'atteindre la bonne dose qui va être utile pour le patient, avec une couverture péridone, et ensuite de passer à une dose à passer en débit journalier. Donc voilà pour le tremblement parkinsonien. On en arrive maintenant au tremblement essentiel. Pas grand-chose de nouveau concernant le traitement du tremblement essentiel. Je vous ai remis ici les critères diagnostiques du tremblement essentiel et du tremblement essentiel plus, qui datent de 2017. Le propranolol reste le traitement de première intention. Il agit principalement au niveau musculaire, en ayant une action anti-bêta-2 adrénergique musculaire. Bien faire attention aux contre-indications. Idéalement, on ne devrait jamais mettre de propranolol sans avoir fait un ECG.
Il faut éliminer un BAV2 ou 3, il faut éliminer une bradycardie, bien évidemment, ne pas donner de bêta-bloquants s'il y a de l'asthme, un BPCO, un phénomène de Raynaud, et bien prévenir les patients des effets indésirables potentiels, pas pour leur faire peur, mais tout simplement pour qu'on ait une meilleure adhésion au traitement, à savoir une hypotension, une asthénie, une dysfonction érectile et des cauchemars. Pour ce qui concerne la manière de mettre en place ce traitement-là, il n'y a pas de recette miracle, mais je pense encore une fois qu'il est plus pertinent et plus prudent d'y aller petit à petit. Donc commencer à 40 mg et augmenter chaque semaine de 40 mg jusqu'à des doses qui peuvent varier entre 60 et 320 mg jour. En fonction de la tolérance chez certains patients, on peut être amené à switcher pour des formes de propranolol à libération prolongée. Il y a des gens chez qui ça marche mieux ou moins bien, chez qui c'est mieux ou moins bien toléré. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et on se rend compte que le tremblement essentiel, qu'il soit de localisation cervicale ou au niveau des noms supérieurs, répond plutôt bien à la mise sous propranolol. Si le propranolol n'a pas bien fonctionné ou qu'il y a une contre-indication, on peut essayer la primidone, qui reste le traitement de deuxième intention. C'est une prodrogue du phénobarbital, donc ça peut expliquer son profil de tolérance qui peut être assez médiocre, avec des doses, on va dire, efficaces qui peuvent être comprises entre 250 et 500 mg jour. Personnellement, j'ai jamais réussi à avoir des doses de primidone aussi comment dire, importantes et aussi bien tolérées chez mes patients. Idéalement, commencer par un quart de comprimé et plutôt le soir en raison de l'effet sédatif de la primidone et y aller petit à petit en répartissant matin, midi et soir. S'adapter en fonction des retours du patient et bien prévenir des effets indésirables, sédation, ataxie et nausées. Et il faut bien garder en tête qu'il y a pas mal de patients qui arrêtent le traitement dans les 3 premiers mois en raison du faible profil, de la mauvaise tolérance de la primidone. C'est un inducteur enzymatique, il faut garder ça en tête s'il y a d'autres médicaments qui sont donnés, et absolument à proscrire en cas de grossesse en raison d'un effet tératogène qui est suspecté dans les 10 premières semaines d'aménorrhée. Si on a de la chance et qu'on a un patient qui tolère bien les deux médicaments, on peut être amené à faire des associations primidone-propranolol. Il semble que ce soit un peu plus efficace en termes de diminution de l'amplitude du tremblement essentiel. Donc, ce sont des cas malgré tout assez rares que l'on ait une bonne tolérance de ces deux traitements. Les autres traitements, enfin en troisième intention, c'est le topiramate, 200 à 300 mg par jour à répartir matin et soir, avec un profil d'efficacité qui est globalement comparable à celui des autres traitements, 50% d'amplitude, de réduction d'amplitude du tremblement et 50% de répondeur, avec des effets indésirables qui comprennent notamment lithiase urinaire, nausées, paresthésie, amaigrissement, et encore une fois à proscrire durant la grossesse en raison d'un risque tératogène et de troubles neurodéveloppementaux. Il faut faire assigner un accord de soins pour les femmes en âge de procréer lorsqu'on se résout à utiliser le topiramate. Pour ce qui concerne les traitements de quatrième intention, là, ça veut dire qu'on a vraiment grillé pas mal de cartouches et qu'il est déjà temps de penser à la suite, à savoir la chirurgie. On peut essayer la gabapentine, le zonisamide ou l'alprazolam, parfois la toxine botulinique, encore une fois en gardant bien en tête les contraintes que cela engendre de passer à la toxine. Pour ce qui concerne les profils d'efficacité et de tolérance, il semble qu'ils soient assez comparables entre les différentes molécules. C'est une méta-analyse qui était sortie en 2024 et une étude datant de 2015 qui le montrait, ce qui m'avait un peu surpris parce que moi j'avais quand même plus l'impression que la primidone était plus difficile à manier que le propranolol, mais bon, soit. Et garder à l'esprit que l'observance des traitements dans le tremblement essentiel, elle est quoi qu'il en soit médiocre. Un tiers des patients rapportent un saut de prise occasionnel et un quart des patients disent très clairement que ça leur arrive de ne pas prendre leur traitement sur une journée entière. Donc ça montre bien qu'on a encore beaucoup à faire pour développer des molécules efficaces et bien tolérées et que les thérapeutiques lésionnelles ont encore de beaux jours devant elles pour le tremblement essentiel. On en arrive à un tremblement un peu à mi-chemin entre le tremblement essentiel et le tremblement dystonique, c'est le tremblement de la voix. Il peut être d'origine essentielle ou dystonique, je ne vais pas m'attarder sur les détails purement cliniques. Il y a un essai assez récent datant de 2023 qui étudiait l'oxybate de sodium. Si ma mémoire est bonne, c'est une molécule qui a été utilisée pour certains troubles du sommeil. Un essai en phase 2 ouvert, donc ça vaut ce que ça vaut, 17 trembleurs essentiels versus 15 patients sains. Et en utilisant une dose comprise entre 1 et 1,5 g par jour, on avait une réduction de l'intensité du tremblement de la voix chez 90% des patients, mais ça a été uniquement testé chez des patients dont le tremblement répondait à l'alcool. La réponse à l'alcool fait partie des petits signes cliniques qui peuvent orienter vers un tremblement essentiel. Ça n'a pas été testé donc, chez les patients non répondeurs à l'alcool. Pourquoi pas faire l'essai? Ça serait complètement rare et même quoi qu'il en soit.
Le profil de tolérance est plutôt bon. Il y avait quelques patients qui rapportaient parfois une sensation de tête vide. Je ne sais pas trop quelle signification on peut donner à ce signe-là, mais c'est formellement contre-indiqué en cas de dépression et c'est contre-indiqué pour la conduite automobile. Pour le tremblement de la voix, la toxine botulique, l'injection au niveau des cordes vocales reste possible, mais à faire par quelqu'un qui s'y connaît bien, un phoniatre ou un neurologue vraiment spécialisé dans le domaine. Ça nous fait faire la transition avec le tremblement dystonique. C'est parfois pas toujours évident de faire le distinguo entre tremblement essentiel et tremblement dystonique, surtout qu'on a parfois un tremblement essentiel plus avec une dystonie qui peut survenir en dehors des localisations trémoriques. C'est une entité qui est encore un peu controversée sur le plan nosologique. Mais par exemple, pour le tremblement dystonique, notamment au niveau cervical, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il se présente principalement dans la direction inverse de la dystonie. C'est-à-dire que si vous avez une dystonie cervicale en torticolis à droite, le tremblement va plutôt avoir tendance à apparaître dans la direction inverse, c'est-à-dire du côté gauche. Ça peut être un petit test pour faire la différence entre le tremblement dystonique du tremblement essentiel. Surtout aussi, le tremblement dystonique persiste au repos. La dystonie ne s'arrête pas lorsqu'on, par exemple, on demande au patient de s'allonger, de poser la tête sur un brancard. Et il n'y a pas de geste antagoniste dans le tremblement essentiel, contrairement à la dystonie. Le traitement de première intention, de premier soin, j'aurais envie de dire, ce serait la toxine botulinique par guidage échographique et ou électroneuromyographique. C'est plutôt efficace. Si la toxine n'est pas efficace ou qu'elle n'est pas tolérée ou que le patient la refuse, on peut penser au clonazepam. Attention encore une fois avec la conduite. Et aussi le trixifénidil, qui est un traitement médicamenteux, de première intention pour la dystonie chez de nombreux patients, avec toujours un profil de tolérance qui peut être assez médiocre ou une efficacité qui peut être limitée. Voilà une petite étude datant de 2013 qui montre une comparaison entre l'efficacité entre le traitement médicamenteux, la toxine et les techniques chirurgicales pour le tremblement dystonique. Lorsqu'on regarde tout à gauche, c'est la combinaison entre les différentes localisations du tremblement dystonique, que ce soit au niveau axial, au niveau de la mâchoire, au niveau des cordes vocales, au niveau segmentaire. Et on voit que globalement, la toxine fait jeu égal avec la stime cérébrale profonde et les thérapeutiques médicamenteuses qui sont la colonne en bleu foncé font beaucoup moins bien. Et lorsqu'on regarde dans d'autres types de tremblements, à savoir le tremblement primaire à l'écriture, dont on va parler juste après, encore une fois, on a une différence nette entre les traitements médicamenteux qui font moins bien que la toxine que la chirurgie. À garder quand même en tête, c'est une étude qui a été faite sur un nombre, une méta-analyse qui a été faite sur un nombre limité d'études et de patients, donc peut-être que des données un peu plus récentes rendraient des conclusions un peu différentes. Excusez-moi, le temps que on se débarrasse du petit bug. Voilà. On parlait tout à l'heure du tremblement primaire de l'écriture. C'est un sous-type de tremblement dystonique. Comme son nom l'indique, ça survient pendant l'écriture ou lorsque le patient positionne la main pour écrire. Donc ça peut être un petit piège pour le diagnostiquer. Ça touche surtout les patients sexagénaires. Ça évolue assez peu et ça touche bien évidemment la main dominante. On peut utiliser les traitements du tremblement essentiel, propranolol, primidone, benzodiazépine et topiramate. Assez curieusement, je n'ai pas retrouvé beaucoup de références du trixifénidil pour ce type de tremblement-là, alors qu'il est censé être un type de tremblement dystonique. Et autrement, la toxine peut être un recours comme pour la crampe de l'écrivain. Ça dépend toujours des muscles qui sont impliqués dans ce dit tremblement-là. On en arrive au tremblement cérébelleux. Alors, je ne vais pas faire l'inventaire de toutes les pathologies qui peuvent provoquer un tremblement cérébelleux. On va surtout se focaliser sur la sclérose en plaques, puisque la CEP peut donner un tremblement cérébelleux, principalement postural ou intentionnel, dans entre 12 et 68% des patients, selon les analyses. Ça touche principalement les membres supérieurs et il faut savoir que ça touche plus les patients atteints de formes progressives de la CEP que les formes rémitantes récurrentes, et que la sévérité de ce tremblement-là est corrélée au degré d'évolution de la maladie, à savoir le DSS et l'ataxie. On peut scier les traitements du tremblement essentiel. Il y a assez peu de niveaux de preuve, je ne vous le cache pas, mais autrement, le lévétiracétam a été testé à des doses comprises entre 1,5 et 3 grammes par jour, avec les effets indésirables de cette molécule qui sont bien connus, irritabilité, vertige et céphalée. Donc, pourquoi pas tester cela si le patient refuse catégoriquement toute chirurgie. Ça peut être une bonne idée.
Michael nous a parlé tout à l'heure du tremblement de Holmes. Juste faire un bref rappel parce que j'étais content, j'avais trouvé une chouette étude qui faisait un peu de physiopathologie sur ce type de tremblement-là. Donc, c'est un tremblement lésionnel, typiquement des lésions hémorragiques qui peuvent survenir au niveau de la fosse postérieure. Ce que vous avez ici, c'est une étude en connectivité en IRM. euh, dans laquelle les auteurs ont repris quantité de patients qui avaient tous un tremblement de Holmes et ils se sont dit, bon, où sont les localisations et quelles sont les structures qui sont interconnectées et qui sont connectées aux endroits où il y a eu les lésions. Ce que vous voyez en rouge, c'est les lésions, et en bleu, c'est toutes les structures qui sont principalement connectées à ces régions-là. Et donc, lorsqu'on a en gros une lésion qui se fait, peu importe l'endroit, mais tant que c'est dans les zones bleues, ça peut provoquer un tremblement de Holmes. Donc, on parlait du tremblement de Holmes autrefois comme étant un tremblement dit rubral, qui atteignait surtout le noyau rouge. Et ben, c'est pas que ça. Ça peut être une atteinte au niveau des néogris centraux, quels qu'ils soient. Excuse-moi, je ne sais pas si c'est moi, Sina. On n'a plus ton son. Forte idée que ce soit des, comment dire, ah, il y a eu un souci? Oui, il y a eu un petit souci de son, mais ça y est, on t'a retrouvé. Ah, pardon. Qu'est-ce que ça a coupé à quel moment? Ça a coupé il y a 30 ou 20 secondes. D'un seconde. Bon, en gros, je rappellerai juste en disant que c'est un tremblement qui survient principalement après un certain délai, une fois que la lésion s'est faite. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, donc il faut un peu recreuser la, comment dire, la clinique et l'histoire du patient pour. Ah, je crains qu'on soit en difficulté par rapport à la fin de la présentation de Sina. Peut-être le Sans Wi-Fi. répondeur. Et ça peut améliorer, ça améliore plus la composante du repos du tremblement que la composante posturale et cinétique. Il y a d'autres traitements qui ont été essayés dans le tremblement de Holmes, clonazepam, lévétiracétam, propranolol ou trixifénidil. Et chez certains patients, on peut être amené à faire des associations de plusieurs traitements. Il semble que ça améliore légèrement l'amplitude du tremblement. On passe de 58 à 64% d'amélioration. C'est pas la panacée, mais c'est toujours ça de prix. Une petite comment dire, reprise d'études datant de 2022 pour essayer de faire une comparaison entre les différents traitements médicamenteux et également entre la chirurgie et les traitements médicamenteux dans le tremblement de Holmes. Sur les histogrammes de gauche, on a les traitements médicamenteux en bleu foncé et la chire en blanc. On se rend compte que de manière globale, lorsqu'on faisait une comparaison en termes de score d'amélioration du tremblement, la chirurgie fait quand même un peu mieux que le tremblement. Et c'est notamment retrouvé dans les composantes posturales du tremblement plus qu'au niveau intentionnel ou au niveau de la composante de repos. Pour ce qui concerne les traitements eux-mêmes, il semble que le lévétiracétam fasse globalement mieux que la lévodopa ou le trixifénidil, mais ça reste des données acquises sur un nombre restreint d'études et de patients, donc à garder une certaine prudence pour l'interprétation de ces résultats. On en arrive au tremblement orthostatique, qui est un tremblement un peu particulier. C'est une sensation de tremblement ou d'instabilité. Le tremblement n'est pas toujours visible au niveau des membres inférieurs à l'orthostatisme. On peut être amené à faire le diagnostic directement à la consultation sans même avoir besoin de faire un examen complémentaire en allant ausculter les ventres musculaires des muscles gastrocnémiens. Ça s'appelle le signe de l'hélicoptère. On pose le stéthoscope sur le muscle et on entend comme un bruit de pales d'hélicoptère dans le lointain. Donc les fans d'Apocalypse Now seront aux anges. Et ça fait partie des chouettes signes cliniques qu'on peut retrouver pour faire un très beau diagnostic en consultation. L'autre signe clinique, c'est le signe de l'ourlet. Si on a un patient qui porte une jupe ou une robe et qu'on lui demande de se tenir debout et que le tremblement apparaît, on peut voir des petites oscillations, des petits mouvements au niveau de l'ourlet de la robe ou de la jupe. Le tremblement orthostatique, c'est pas toujours qu'un tremblement à l'orthostatisme. On peut parfois avoir un tremblement cinétique de la main ou une ataxie qui peut être associée. C'est lié à un dysfonctionnement tegmentum pontique qui va provoquer une atteinte de la voie cérébello-thalamo-corticale. Et surtout, une chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est pas toujours un tremblement primaire. Ça peut être symptomatique. Donc, carence en B12, syndrome des jambes sans repos, myélopathie, hydrocéphalie chronique de l'adulte, syndrome tardif au neuroleptique ou syndrome parkinsonien sont des choses qu'il faut savoir rechercher et ne pas conclure directement. C'est un tremblement orthostatique, on fait le NMJ, on met l'aiguille, on a l'activité entre 13 et 18 Hertz. Il faut savoir rechercher d'autres choses à l'interrogatoire et à l'examen clinique pour bien évidemment traiter la cause.
Pour ce qui concerne le tremblement médicamenteux du tremblement orthostatique en tant que tel, le clonazepam semble avoir un effet partiel chez 57,3% des répondeurs. On est vraiment sur des traitements dont l'efficacité est partielle. Sinon, la gabapentine qui peut être utilisée, le pérampanel entre 4 et 8 mg par jour. J'ai un patient chez qui j'avais réussi à le maintenir pendant quelques mois sous pérampanel. Finalement, on avait été obligé de l'arrêter en raison d'effets indésirables sur l'irritabilité et l'instabilité, ce que je vous ai noté ici. Et autrement, la primidone, mais avec un profil d'efficacité assez médiocre. C'est généralement assez difficile de traiter ces patients-là. Les effets sont souvent temporaires. Donc, à voir comment dire, ce qui est possible de faire. Généralement, on switch d'une molécule à l'autre pour essayer de s'en sortir. On en vient maintenant à un autre type de tremblement, un autre cadre nosologique de tremblement qui est souvent un peu, comment dire, un peu passé à l'as, c'est les tremblements iatrogéniques. Je vous ai laissé ici un petit tableau avec les principales classes médicamenteuses qui peuvent donner des tremblements. On se rend compte qu'on s'en sert très régulièrement, qu'on les croise très régulièrement dans la pratique clinique courante, notamment le lithium, l'amiodarone, les ISRS, le valproate. Nous faisons partie, nous les neurologues, probablement des gens qui prescrivent le plus de médicaments protrémoriques. Les facteurs de risque pour l'apparition d'un tremblement iatrogène, c'est l'âge, la durée et la dose de traitement et la polymédication. Le tremblement iatrogène, c'est souvent, mais pas toujours, un tremblement symétrique qui touche les membres supérieurs. Et on parle de iatrogénie, il ne faut pas oublier les toxiques, la cocaïne, l'ecstasy et bien évidemment l'alcoolisme chronique qui peuvent donner ces tremblements iatrogènes, évidemment. Comment est-ce que ça se traite? Ça va dépendre un petit peu du type de molécule qui est incriminée. Je vous ai fait ici une petite synthèse des différents traitements qui peuvent provoquer des tremblements iatrogènes avec la prise en charge, en plus, lorsque c'est possible, de la réduction ou de l'arrêt du traitement de la molécule incriminée. Ce n'est pas toujours possible. On se rend compte que c'est bien souvent le propranolol qui peut être utilisé, notamment pour les tremblements sous lithium, sous amiodarone ou sous ISRS. Lorsqu'on a un tremblement sous neuroleptique, essayez de switcher pour un neuroleptique atypique. Le trixifenidil qui peut également être utilisé. Et lorsqu'on est sur des médicaments comme le valproate, la lamotrigine, les bêta-mimétiques ou les immunosuppresseurs, voir s'il est possible de passer à une forme à libération prolongée si l'arrêt ou la réduction du traitement n'est malheureusement pas possible. Vous avez en plus des petits rappels de sémio et les signes associés pour les différents types de tremblements iatrogéniques. Un article que j'avais trouvé qui date de 2022 semble rapporter des effets intéressants également du métoprolol et de la tétrabénazine. Si le propranolol n'est pas efficace, après quelques semaines d'effet, on peut essayer la tétrabénazine jusqu'à 100 mg par jour et si ça ne marche toujours pas ou que c'est contre-indiqué, pourquoi pas essayer le métoprolol. Je n'ai pas encore eu personnellement à utiliser ces molécules-là, donc je ne peux pas vraiment vous faire de retour personnel là-dessus, mais si on se rend compte qu'on est un peu coincé avec le propranolol, pourquoi pas essayer ces autres molécules. On arrive maintenant au dernier tremblement dont je voulais vous parler ce soir, qui est le tremblement palatal. Là, ça sort un peu du strict contexte des tremblements. Ça peut être considéré aussi comme des myoclonies. Le tremblement palatal, il faut retenir qu'il peut être de deux causes, soit essentiel, avec une atteinte du muscle tenseur du voile du palais. C'est la situation dans laquelle les patients vont rapporter entendre un clic auditif, avec une atteinte notamment au niveau du nerf mandibulaire, soit symptomatique, avec cette fois-ci une atteinte du muscle élévateur du voile du palais. Et ça, c'est lié à une atteinte lésionnelle ou non lésionnelle du triangle de Guillain-Mollaret, que vous voyez ici sur cette IRM en haut. Donc, c'est le triangle qui relie le noyau denté, l'olive inférieure et le noyau rouge. Et lorsqu'on est dans ces situations-là, on peut avoir en plus du tremblement au niveau du palais, un nystagmus pendulaire vertical, ce qui va donner un tremblement oculopalatal et parfois une atteinte d'autres muscles faciaux en fonction de l'atteinte lésionnelle. Et lorsqu'on a une atteinte du triangle de Guillain-Mollaret avec parfois plusieurs mois d'évolution ou plusieurs semaines, on peut avoir une hypertrophie olivaire qui va se constituer, c'est ce qui est visible ici au niveau de l'IRM en bas. Donc ça peut être effectivement un signe pour détecter ce type d'atteinte-là, mais vraiment a posteriori. Il y a un autre cadre nosologique qui peut provoquer un tremblement palatal, c'est une pathologie neurodégénérative qui associe tremblement palatal et ataxie progressive, qui serait rangée dans le cadre des tauopathies. C'est encore quelque chose d'assez controversé, d'après ce que j'ai pu voir dans la littérature. Donc, comment est-ce qu'on le traite? Le traitement de la cause, lorsqu'on en a une, vous avez ici
dire un petit récapitulatif des différents types de pathologies qui peuvent provoquer une atteinte du triangle de Guillain-Barré. Clonazepam, 3 mg par jour, valproate, 500 à 1000 mg par jour. Et lorsqu'on est face à des oscillopsies, la gabapentine semble être un traitement qui peut être donné entre 300 et 3600 mg par jour. Donc voilà pour ces présentations. Je suis désolé, ça fait un peu inventaire à l'après-vert, mais j'ai toujours pas trouvé de moyen de faire en sorte de tout brasser, faire en sorte que vous ayez les informations. Si vous avez des questions sur les traitements médicamenteux, n'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup, Sina. Et d'ailleurs, il y a des questions, mais pas forcément. On a un des collègues qui souhaitait savoir s'il pouvait communiquer avec toi sur des cas cliniques. Donc, je te laisse éventuellement répondre Aucun si tu souci, souhaites donner ton mail. aucun souci. Alors, une question, après combien de temps doit-on ou peut-on juger de l'efficacité du traitement médicamenteux des tremblements? Que- Bah, je pense qu'on peut déjà essayer de partir du principe qu'on va essayer d'atteindre les doses, comment dire, les doses reconnues dans la littérature comme étant les doses un peu maximales ou les doses efficaces. Après, ça dépend vraiment de chaque personne. La question qui se pose aussi, c'est celle de la tolérance. Bien évidemment, quand on se retrouve face à un patient chez qui on a augmenté les doses, chez qui on n'arrive pas à atteindre les doses, on va dire, minimales efficaces sur la symptomatologie, ça ne sert à rien d'aller plus loin de toute façon parce qu'on sait très bien que le patient ne va pas les tolérer. Comment dire, les autres choses qu'on peut essayer de faire autrement, c'est si le patient les tolère bien, c'est se laisser plusieurs mois, voir ce que ça donne. Il n'y a pas vraiment de durée reconnue, gravée dans le marbre dans les études. Ce qui ressort généralement, c'est ces durées-là parce que ça correspond aussi au temps que l'on considère comme étant significatif pour les traitements, par exemple, iatrogènes. On se dit, on arrête le médicament incriminé et puis on attend 3 à 6 mois pour voir ce que ça donne. Après, ça dépend aussi de la qualité de vie du patient. Si on est face à une personne qui est très, très, très gênée dans sa vie de tous les jours, on va peut-être pas avoir envie d'attendre 3 à 6 mois entre chaque essai médicamenteux ou chaque modification de dose pour se rendre compte si on fait fausse route ou pas. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse définitive. Se laisser quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois, ça va paraître un bon compromis entre laisser le temps pour que l'efficacité se fasse et ne pas perdre trop de temps pour préserver le plus possible la qualité de vie du patient. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse bien détaillée. On n'a pas eu beaucoup de questions ce soir et pourtant vous êtes bien présents comme d'habitude. Comme d'habitude, vous voyez qu'on dépasse le temps, mais pas de beaucoup quand même. On a toujours notre petit quart d'heure supplémentaire. Si vous en avez, n'hésitez pas. Éventuellement, je peux vous ouvrir le chat si c'est plus simple et surtout si j'y arrive. Hop, hop, hop. Allez, on ouvre le chat. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, j'en profite déjà pour remercier nos orateurs qui ont bien voulu nous faire part de leur expertise. Personnellement, j'ai encore beaucoup appris et vraiment, c'est vraiment extrêmement intéressant. On voit que c'est quand même une surspécialité qui nécessite une certaine pratique et donc j'imagine sur le plan de la thérapeutique, c'est pareil, il doit y avoir quand même l'expérience qui compte beaucoup. Voilà, donc merci à vous d'être intervenu pour ce webinaire qui était vraiment très pratique, très centré sur la pratique quotidienne. Je vous annonce tout de suite le prochain webinaire, il aura lieu en septembre. On va faire une petite pause pendant les vacances. Et, euh, et donc, on aura un webinaire le 17 septembre. La thématique, ce sera l'évaluation, enfin la prise en main des traitements anti-amyloïdes dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, des traitements qui vont peut-être arriver ou probablement arriver prochainement avec une collaboration avec la Fédération des centres mémoire. Donc, je vous donne rendez-vous le 17 septembre à 18 heures. Et puis, je regarde rapidement s'il y a des questions. N'hésitez pas à regarder Ouais. aussi qui vous... Ouais. Justement, on a Ouais. 2 questions sur le tremblement, comment dire, sur le tremblement, sur la thérapeutique médicamenteuse. Est-ce qu'il faut arrêter le propranolol quand le tremblement essentiel est contrôlé? Non, parce que malheureusement, le tremblement revient à la charge. Et concernant la primidone prodrogue du phénobarbital, pourquoi ne pas donner directement le phénobarbital? Alors, je n'ai jamais essayé de donner du phénobarbital pour, comment dire, un tremblement essentiel. J'imagine que c'est en raison d'une moins bonne tolérance du phénobarbital qu'on donnerait directement. C'est la seule explication que je vois pour cela.
Et il y avait une autre question, un tremblement des lèvres isolé est-il à associer à un tremblement essentiel ou psychogène? Alors personnellement, je n'ai jamais vu de tremblement essentiel qui se manifestait exclusivement par un tremblement au niveau des lèvres. Euh, Effectivement, dans le tremblement isolé de la lèvre, il faut se méfier parfois enfin, d'un tremblement dystonique, même si maintenant on ne parle plus de tremblement dystonique depuis début 2025. Il y a des experts qui ont publié là-dessus. En fait, si le tremblement il dépend en fait de certaines positions, notamment quand on porte le verre à la bouche, ça c'est bien représentatif d'une atteinte dystonique et ça pourrait évoquer effectivement un tremblement fonctionnel. Et il faut toujours avoir en tête que le tremblement de la lèvre inférieure au repos, il y a quand même, c'est quand même évocateur d'une maladie de Parkinson. Donc bien suivre les gens, le temps est un bon examen complémentaire dans ces cas-là. Merci à vous. Et ben, je crois qu'on va pouvoir libérer nos collègues. N'hésitez pas à nous écrire directement pour suggérer des sujets qui pourraient vous intéresser. On est en train de faire le programme pour l'année prochaine, donc n'hésitez pas. Merci à tous pour votre fidélité et puis merci bien sûr à nos orateurs et on se dit à bientôt à l'occasion de congrès divers et variés ou peut-être dans la vraie vie quand on va échanger chez des patients. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir.